Alors bonjour à tous. Je suis dans le canapé du sociologue. Voilà, Stéphane Edouard ici présent. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous faire une présentation courte et simple. Premièrement, c'est un ami. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Un bail, 2010 2010, je Oh pense. non, même plus tôt que ça, à mon avis. Non, je crois Enfin pas. bref, ça commence à cuber. 2009-2010. Un mec très intéressant. Il a un site qui s'appelle Les Hommes d'Influence. Homme d'influence. Hommes d'Influence. Point .com. Initialement Spike Solution, où il écrit pas mal d'articles sociologiques. Je crois qu'aujourd'hui, il doit avoir plus de 2000 articles à mon avis, ou quelque chose comme ça. Oui, mais enfin aujourd'hui, plus personne sait lire. Donc en fait, on va plugger directement ma chaîne YouTube. Ça sera plus simple. C'est effectivement... Taper homme d'influence sur YouTube, ou peut-être que tu auras mis le lien ci-dessous, Ouais. pour écouter ce que je raconte. Alors, pour l'immense majorité des gens, la sociologie, c'est la matière qui servait à rien à l'école, pendant laquelle on dormait, ça avait coefficient 0,0 au bac, et on apprenait des espèces de stats de géographie sur la population dans le monde et combien il y a d'ouvriers, etc. Non, c'est pas ce que je fais. Moi, je fais du Lego avec les sentiments. Moi, je vous décrypte, je vous explique des situations humaines. Donc, je fais ce qu'on appelle dans le langage courant de la psy. En fait, je fais de la psychologie, mais sans la trousse à outils à la con du psychologue qui vous explique, ou du psychiatre ou du psychothérapeute qui vous explique systématiquement que tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est parce que vous n'avez pas réussi à niquer maman et vous n'avez pas réussi à trucider papa, et finalement que vous avanceriez comme ça avec toute une espèce de tas de traumas, et qu'il faudrait toujours retourner en arrière dans l'enfance pour aller ouvrir la clé, pour aller prendre la clé qui explique tout, qui ouvre toutes les portes. Moi, j'utilise une autre trousse à outils, je vous la laisse découvrir. C'est très pragmatique, très carré, très logique, c'est quasiment de la mécanique, c'est du Lego. Donc, on m'exprime un cas, un dilemme, une incompréhension sur une relation personnelle, amoureuse ou professionnelle, et j'y apporte une autre grille de lecture, une autre paire de lunettes, et je vous la fais voir autrement avec d'autres outils que ce que l'on vous a inculqué depuis l'enfance, qui est toujours la psycho, les sentiments. Moi, je vous dis que les sentiments, c'est du Lego, c'est logique, ça s'emboîte, il faut simplement avoir le mode d'emploi. Voilà ce que j'appelle une présentation simple. Et je me suis fait piquer par un moustique. Pendant que tu parlais. Je sais pas, mais là maintenant, ça gratte. C'est dangereux à Rome. Alors, on est à Rome en fait, on est chez Stéphane. C'est son habitation depuis quoi, 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Avant, il était à Paris. Alors, ce qu'il faut savoir sur Stéphane, c'est qu'il était à la radio, il était à la télé, il a écrit 2 livres. Il écrit dans son blog depuis 11 ans. Aujourd'hui, il a une chaîne YouTube où il a une tonne de vidéos sur tous les sujets imaginables et inimaginables, sociologiques. Oui, la télé, ça n'a pas duré très longtemps en fait, parce qu'ils ont décidé que j'étais un enculé. Peu t'importe, l'essentiel que tu étais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire autant. Voilà. Et par-dessus tout, donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que il a un regard sur le monde, sur les gens sociologiquement parlant, qui est très intéressant. Ses analyses sont très intéressantes. Et depuis 3 jours que je suis là, on a des débats infinis, que ce soit le soir ou au déjeuner avec un verre de vin, ça se termine jamais et c'est très intéressant. Donc, j'ai demandé à Stéphane qu'on fasse juste une petite vidéo, ce qui n'est pas très habituel sur mon site, mais peut-être qu'à terme ça le deviendra. Et je voudrais qu'on aborde 2 sujets. Le premier, c'est child free, ou comme on l'appelle de temps en temps, child freeisme. Parce que j'ai écrit pas mal d'articles sur ce sujet-là. J'ai été notamment interviewé aussi par une radio là-dessus. D'ailleurs, tous les articles que vous pouvez trouver sur le site, on mettra les liens en bas de la vidéo. Et je voudrais que notre ami sociologue s'exprime un petit peu sur ce sujet-là, parce que très souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre, en fait, premièrement, comment ça se fait, comment c'est possible qu'on ne puisse pas vouloir d'enfant. Et très souvent, surtout, il y a une espèce de fourvoiement où on commence à m'expliquer que si tout le monde commence à ne pas vouloir d'enfant, donc automatiquement l'humanité va s'arrêter. Donc il y a ces espèces de 2 pôles comme ça là, entre les gens qui ne comprennent pas comment c'est possible qu'on ne puisse pas vouloir d'enfant, et les autres qui commencent tout de suite à avoir peur qu'il n'y aura plus suffisamment de gens pour payer. Ça s'est arrêté là. Ouais, ah non, pardon.
Et donc il y a l'autre pôle où les gens commencent à avoir peur en fait qu'il n'y aura pas assez de jeunes qui vont cotiser pour leur retraite, etc., etc. Et puis surtout que l'humanité s'arrête. Donc je voudrais poser la question à Stéphane par rapport... Premièrement, d'après ce que je sais, tu n'as pas d'enfant jusqu'au jour d'aujourd'hui et t'en veux pas. Non, pas à ma connaissance. Voilà, moi c'est pareil. Est-ce que tu peux faire une analyse brève, rapide, sur quel est ton regard en fait sur cet aspect de la vie, des gens qui ne veulent pas d'enfants, et surtout comment la société voit ces gens-là? Oui, alors je dirais que encore une fois, la société est très machiste, car en réalité, elle impose de facto des différences entre les sexes qu'on passe notre temps à essayer de gommer. La réalité, c'est que la plupart des gens qui ne veulent pas d'enfants sont des hommes, et que la plupart que le moteur du désir d'enfant dans les couples reste encore les femmes. Il faut donc... Excuse-moi, juste un détail, je t'interromps juste 2 secondes. Lorsque j'ai écrit ces articles, je pensais exactement la même chose. Et en fait, le nombre de réactions féminines qui ne veulent pas d'enfants, que j'ai récolté en bas de mes articles, qui disaient qu'elles étaient parfaitement d'accord, que c'était inacceptable que la société ait ce regard en fait sur les gens qui ne veulent pas d'enfants, etc. J'étais très étonné. Oui, sauf que je pense que tu commets la même erreur que quelqu'un dont je parlerai prochainement dans une vidéo qui s'appelle Asselineau, qui est de penser que les gens qui te regardent sur Internet sont un échantillon représentatif de la population. C'est que déjà, la population qui en 2017 va lire un blog sur Internet, c'est une population entre guillemets néo-dissidente, c'est-à-dire pas forcément dissidente dans sa pratique vitale quotidienne, mais déjà qui va chercher une lecture alternative aux événements, aux idées, aux causes, etc. Donc c'est déjà quelqu'un qui porte en lui la graine de la dissidence, sinon tu ne lis pas des blogs sur Internet, tu regardes des youtubeurs faire de la musculation et tu... Non, pas comme nous, au contraire, le vrai youtubeur il n'est pas comme nous. Le vrai youtubeur il fait que 3 choses. Il fait de la musculation, il t'apprend à gagner de l'argent, et où il joue aux jeux vidéo. Voilà. Donc le vrai de vrai. Là, tu fais l'anthologie de la vidéo masculine sur YouTube. Les thématiques principales. Je clique sur les vidéos stars, ouais, avec la flamme, là, en tout cas sur l'iPad, on voit le dessin de la flamme et c'est marqué vidéo star. C'est je fais de la muscu, je joue à des jeux vidéo en ligne, je raconte mes malheurs avec les gonzesses, ou voilà, c'est catégorie. Donc on est hors catégorie. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc déjà, ton lectorat n'est pas représentatif, et ton lectorat féminin, qui est une sous-catégorie de ton lectorat qui est déjà pas représentatif, est encore moins représentatif des femmes. La réalité, c'est que l'immense majorité des femmes entendent devenir mères, et ce n'est pas forcément le cas de l'immense majorité des pères, qui se laissent en fait dicter la volonté de paternité par ce qu'on appelle la feuille de route, c'est-à-dire le plan, l'agenda, le petit carnet secret de la femme, qui en réalité a prévu depuis la toute petite enfance à quel âge elle deviendrait mère. Il faut donc se demander, quand on adopte ma posture, le Lego, là, vous savez, où tout est logique, il faut se demander qu'est-ce que ça apporte, en quoi elle gagne à devenir mère, et pourquoi nous, on ne gagne pas forcément autant à devenir père. La réalité, c'est que pour beaucoup de femmes, la phase qu'on appelle dans mon jargon FF, femme-femme, c'est-à-dire celle qui se trouve entre l'enfant et la mère, est une étape facultative. Tandis que pour l'homme, l'étape adulte n'est pas une étape facultative. Pourquoi? Parce que, sauf exception et sauf coup de malchance, ou sauf si tu es né en 1632, tu ne peux pas passer de petit homme à père. Pourquoi? Parce que petit homme, petit garçon immature, sans statut social, sans activité professionnelle et sans existence concrète avec un toit, un local, une voiture, etc., tu te reproduis pas. Parce que tu n'as aucun pouvoir, sauf si tu es Macron, tu te chopes ta prof de 40 ans, et encore, il ne s'est pas reproduit. On se demande pourquoi d'ailleurs. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on sait pas. Comme le prince de Monaco, il a volé à vapeur, mais on lui trouve toujours. Enfin, j'ai rien dit. Donc, si tu es poussé, ou plutôt tiré à devenir homme quand tu es un petit garçon, pour avoir accès aux femmes.
Tandis qu'une petite fille n'a pas besoin physiologiquement de devenir une femme autonome et responsable, elle exerce déjà une attirance inconsciente chez les hommes. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'êtres de sexe féminin sautent de petite fille à maman. Le petit homme a besoin de devenir un grand homme pour devenir père, sinon il n'a pas accès aux femmes. La petite fille n'a pas besoin de devenir une femme adulte et autonome et indépendante pour devenir mère. Certaines, par choix personnel, par respect de leurs valeurs, par idéologie, par éducation ou par hasard, le deviendront, des femmes autonomes. Mais pour beaucoup, elles choisiront de sauter de petite fille à mère. Donc en fait, c'est ce saut de petite fille à mère qui va rétrospectivement leur faire dire « Je suis une adulte autonome puisque j'ai des enfants ». Tu n'entendras jamais un père se qualifier et s'asseoir dans son autorité d'homme en te disant « Je suis un homme parce que j'ai des enfants ». Donc pour toi, excuse-moi pour résumer, si je te comprends bien, pour toi, pour une femme, être mère, c'est un peu comme une carte de visite, socialement parlant. C'est exactement cela. C'est une carte de visite que tu montrerais a posteriori pour bien montrer que tu as franchi des étapes, que tu es une adulte autonome et épanouie. La preuve, j'élève mes enfants, ils sont en bonne santé, ils sont sains, ils sont forts et ils sont beaux. Je pense qu'on va se faire taper sur les doigts par celles... Ah bah avec moi, t'es obligé. Mais surtout par celles qui sont, parce que dans la vidéo précédente qu'on a fait à part, on mettra le lien également pour relier les deux, on a parlé un peu de l'individualisme occidental comparé à, on va dire, l'individualisme oriental, en Russie par exemple, puisque je suis russe, comme certains parmi vous doivent le savoir. Et donc, ces femmes-là occidentales avec, on va dire, plus d'êtres individualistes qui sont aujourd'hui plus indépendantes, émancipées professionnellement, intellectuellement, socialement, etc., vont forcément te dire, c'est n'importe quoi, monsieur, ce que vous racontez, j'ai pas besoin d'avoir les enfants pour m'approuver, pour dire que j'existe, etc., etc. Par contre, par choix, je peux avoir 1, 2, 3 enfants, ça c'est mon affaire, ou l'affaire de mon couple, etc. Mais je n'ai pas besoin de m'affermer en ayant les enfants. Qu'est-ce que tu dis à ça? Mais moi, ce que je dis, c'est que ma façon d'analyser un problème est de le regarder sous différents angles. Je ne crois pas au monodéterminisme. Je ne crois pas que la même clé résolve toutes les équations du monde et ouvre toutes les portes. La façon dont j'ai abordé la question que tu m'as posée, très bonne question d'ailleurs, c'est la psychologie. Après, on peut l'aborder sous un angle économique, on peut l'aborder sous un angle de différence culturelle, on peut l'aborder sous un angle de physiologie et du corps de la femme qui change et qui est capable d'enfanter plus tard, on peut l'aborder sous un angle technique, médical, mais ma façon de raisonner, c'est que c'est déjà assez compliqué de formuler un raisonnement cohérent si tu découpes bien. Si en plus tu essaies en un seul raisonnement d'inclure la géographie, l'économie, la technique, la médecine, l'évolution, la nature, les sciences nat et mon cul sur la commode, tu produis des raisonnements qui ne sont plus des raisonnements. Donc mon argument psychosociologique, c'est qu'en réalité, le moteur du désir d'enfant dans un couple est plus souvent la femme que l'homme. Premier élément de réponse pour ce que je viens d'expliquer. Et en réalité, pour être encore un peu plus tragique et un peu plus triste, font les enfants le plus tôt et dans le plus grand nombre les hommes qui n'ont pas le choix des femmes. Puisque ce sont les hommes finalement les moins intéressants sur le marché, les moins attrayants, ceux qui ont le moins de statut, le moins de perspectives professionnelles, le moins de charisme et fondamentalement le moins d'intérêt pour F. Typiquement ce qu'on appelle chez nous les femmes, pour l'hétéro-binaire de base. C'est ce que j'appelle dans mon jargon l'hétéro-binaire de base. C'est le mec qui a fait voilà, une petite fac de sciences, un IUT, qui fait un métier vaguement technique, avec une logique booléenne, une logique extrêmement carrée, et pour qui la femme est une espèce d'être incompréhensible, qui aurait ses humeurs, ses désirs, et auxquels on ne comprendrait rien, et puis qui un jour vous choisirez. Bon, toi, je sais que tu fais partie de ces mecs qui ont je le sais, enfin c'est pas un compliment que je te fais, mais je sais que tu choisis tes compagnes, moi également. Quand je dis c'est pas qu'il en a 4 en même temps, hein, il est en mesure de ne pas subir et de ne pas prendre ce que les autres lui laissent, comme moi d'ailleurs.
Donc on n'est pas confronté à ça, mais l'hétéro-binaire de base, c'est-à-dire le mec qui a ni statut, ni grande perspective, ni grande intelligence sociale, se retrouvera en réalité contraint de finalement s'attacher à un point presque peureux et maladif à une des premières femmes qui finalement veut bien de lui, et à consentir à son désir d'enfant. La réalité, elle est dure, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas d'enfant pas parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas d'enfant parce que plein de fois on aurait pu en avoir et qu'on a dit non. Toi comme moi. Plein de fois on aurait... Tu parles de la notion de choix. Plein de fois, je suis sûr que une fille s'est blottie contre ton épaule sur le canapé, et ça serait, ça serait mignon si on avait un petit enfant, etc. Et comme tu n'en ressentais pas la nécessité vitale, un, parce que tu ne te sentirais pas plus homme avec un enfant, et deux, parce que tu savais que tu n'avais pas besoin de cela pour la garder, tu n'as pas laissé libre cours à son désir. Si tu savais que, elle allait partir, donc que tu serais tout seul toute ta vie comme un crevard, et qu'en plus, deux, tu te disais, je me sens comme une merde, mais je me sentirais homme en devenant père, tu aurais des enfants. Donc voilà, on peut continuer le cercle des explications, mais en tout cas, je t'en donne deux. Le premier, c'est que les hommes qui font des enfants jeunes ont en réalité une trouille terrible de la solitude et de leur incapacité à rencontrer une autre femme. Et la seconde, c'est que si la femme est plus moteur du désir d'enfant, c'est qu'en réalité, avant d'être femme, elle est mère et fille. Et elle se définit comme femme a posteriori en te disant « j'ai forcément été une femme puisque je suis une mère ». Ce qui n'est pas vrai. Aucun homme te dira « je suis un homme accompli parce que j'ai fait 3 enfants ». Okay. Bon, bah c'est intéressant parce que là, pour le coup... ça, j'ai fait un peu long, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave du tout. On coupera de toute façon tout le montage et puis voilà. Mais là, on vient d'avoir en fait une explication relativement différente par rapport à mes articles que j'ai écrits sur le sujet. Donc bien évidemment, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous pour voir les articles que j'ai écrits sur le sujet, où vous allez trouver une explication et une logique un petit peu différente. Elle sera probablement un peu moins sociologique, ou en tout cas moins professionnelle, on va dire, sociologiquement parlant, parce que monsieur en face de moi est quand même un sociologue diplômé, et moi je suis un sociologue amateur, donc je marque une séparation entre nous. Voilà. Oui, reste un peu à ta place. Voilà, exactement. C'est pas parce que je suis sur le canapé d'un sociologue qu'il faut que tu ramènes tes grosses pattes. Et donc du coup maintenant j'aimerais qu'on aborde le deuxième sujet qui est mon sujet professionnel de prédilection. Là pour le coup par contre il faut que je fasse une préambule. Donc moi russe, moi vivre en France depuis 19 ans. Toi, vodka. Voilà, moi, vodka, moi, tout ce que tu veux, moi, Medved, etc. Donc, moi, arrivé en France à l'âge de 19 ans, pour être précis, en 1998, et donc ça fait 19 ans que je suis en France. Donc, j'ai quelques idées sur la société française, sur la société européenne même, et je travaille aujourd'hui, ma spécialité, c'est le conseil en stratégie et organisation interculturelle ou internationale. Pourquoi je veux poser cette question sur l'interculturel à Stéphane? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait elle a vécu à peu près la même chose que moi, sauf que à quel âge tu es arrivé ici? Ici où? En Italie? 36. Voilà, 36 ans. Moi je suis arrivé à 19 ans en France. Et donc là, il y a plusieurs choses qui vont m'intéresser, vous allez vite voir et comprendre pourquoi. Premièrement, là actuellement, d'ailleurs on est chez Stéphane, on est à Rome, je pense que j'ai déjà dit. Dans cette espèce de pigeonnière. On a des pigeons qui baisent en fait au-dessus qui se promènent au-dessus de notre tête. Et d'ailleurs avec une vue vraiment prenante sur mon côté, mais on ne va pas vous la montrer tout de suite. Et Stéphane donc est là depuis 2 ans et demi, il parle italien, il a appris, on va dire... Avec un accent. Je parle moins bien italien que tu parles français. Non mais ça c'est pas compliqué. Mais je veux dire... Il connaît la culture italienne beaucoup mieux que n'importe quel touriste forcément, il parle la langue, il vit ici déjà depuis un moment, il a des amis italiens, etc. Donc automatiquement il a une approche on va dire culturelle beaucoup plus profonde que n'importe qui a peut-être lu éventuellement 2-3 bouquins sur l'Italie, ou qui a lu de la littérature italienne, ou qui peut-être a suivi une formation sur comment travailler avec les Italiens.
La préambule étant terminée, parenthèse étant terminée, moi ce que je voudrais comprendre, parce que tout à l'heure tu me questionnais sur mon expérience lorsque je suis arrivé en France, qu'est-ce qui m'a choqué, qu'est-ce que j'ai apprécié dans la société, dans les relations hommes-femmes, qu'est-ce que par exemple était vraiment bizarre pour moi lorsque j'ai commencé vraiment à m'approcher au quotidien en fait de la culture française, moi étant russe. Je te retourne le complément ou la question, qu'est-ce que tu peux dire justement, quand tu es arrivé en Italie il y a 2 ans et demi, et pourtant tu connaissais déjà le pays parce qu'en fait tu fréquentais l'Italie depuis 10 ans, finalement tu as pris cette décision de déménager ici tout en continuant à travailler en France. Donc Stéphane en fait vit à Rome, mais il travaille tous les mois, il est à Paris, il fait ses conférences, ses séminaires, etc. On mettra bien évidemment le lien vers son site, vers tout ce qu'il fait, donc vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires sur lui. Mais explique-moi, comment tu peux décrire en fait la différence entre les Français et les Italiens, et c'est d'autant plus intéressant parce que ce sont 2 cultures qui proviennent de la même racine culturelle qui est la culture latine, et on en a parlé tout à l'heure au déjeuner. Excuse-moi, je prends un peu de temps, mais parce qu'il faut que j'explique en fait pourquoi je te pose cette question-là. On a parlé tout à l'heure au déjeuner, on disait que en France, on considère que la France, c'est l'Europe du Nord, et les cultures de l'Europe du Sud, c'est l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce. Or, il se trouve que, finalement, lorsqu'on compare vraiment, encore une fois, culturellement parlant, par exemple la France aux pays de culture germanique, comme la Suisse, l'Allemagne, les pays scandinaves, les Pays-Bas, etc., il se trouve que, culturellement parlant, la France fait partie aussi du groupe des cultures latines, donc de l'Europe du Sud. Alors, je voudrais que tu me compares la culture française et la culture italienne, les 2 cultures provenant la culture italienne, les 2 cultures provenant du groupe des cultures latines et les 2 pays qui font partie finalement de l'Europe du Sud. Qu'est-ce que tu peux dire? Les différences, qu'est-ce qui t'a choqué? Alors, qu'est-ce que tu as aimé? tentons en quelques minutes parce qu'il faudrait 2 heures, enfin il faudrait 2 ans en fait. Je ne sais pas si tu étais déjà en France quand tu... Bah si, tu étais en France. Quand existait cette émission sur Canal+, qui s'appelait Nulle part ailleurs, ouais, à 20h, enfin à 19h, et il y avait cet animateur un peu qui a disparu, un peu trublion, là, qui a disparu, qui s'appelait Philippe Vandel, et il faisait des interviews rigolotes dans la rue. Ouais. Et je me rappelle d'une d'entre elles où il parcourait la France du sud au nord avec un micro, et il faisait des micro-trottoirs, et il demandait où commence le nord. Ouais. Donc évidemment, il commençait par Marseille, et puis tu avais un gros con de Marseillais qui disait évidemment que c'est pas le nord, ici c'est le sud. Ah, très bien. Il prenait le train, il montait à, je sais pas où, à Lyon, et il disait bonjour madame, bonjour monsieur, où commence le nord de la France? Ah, ben ici on est à Lyon, alors le nord c'est plus haut, ici c'est quand même un peu le sud et tout. Il montait à, je sais pas où, à Limoges, Nevers, Dijon, etc. Et où commence le nord? Et les gens disaient, plus haut, vers Paris à peu près. Puis après il arrivait à Paris, on ne sait pas s'il l'a vraiment fait dans cet ordre-là, c'est peut-être un montage, enfin bon. Et à Paris, il demandait où commence le nord de la France. Les gens disaient, au nord, enfin... et puis tu voyais en fait le trait, et puis plus tu étais à Paris, c'est quand même dans les si tu veux, si ça c'est 10, Paris c'est dans le dernier 10e, entre guillemets. Et les gens disaient, bien plus au nord que Paris. Et en fait, le nord ne commençait jamais. Le nord est une notion relative qui n'est pas géographique, mais qui est en fait un sentiment d'appartenance culturelle. Et quand tu demandes aux gens, mais où est le nord, il est où, je ne comprends pas pourquoi personne n'admet être au nord, c'est parce qu'en réalité, le nord est perçu comme par les gens du sud, comme le nord, ce sont les gens qui supportent la contrainte. Le sud, ce sont les gens qui ne supportent pas la contrainte. Au nord, on supporte la contrainte parce qu'elle nous permet de survivre à l'hiver. Et au sud, comme on n'a pas la contrainte de survivre à l'hiver... Excuse-moi, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, ce qui est en train d'être dit, parce que ici, premièrement, c'est une approche sociologique, et deuxièmement, dans l'interculturel, dans le milieu interculturel, très souvent, on parle de
stéréotype. Donc stéréotype, c'est quelque chose de global qui décrit par exemple toute une nation. Mais dans chaque nation, forcément, tout le monde n'est pas exactement tel qu'on est en train de le décrire. Chaque personne a son histoire personnelle, ses expériences, etc., etc. Donc elle est mentalement, culturellement différente de tous ses compatriotes. D'accord? Donc il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Excuse-moi. Je t'en prie. On me fait tout le temps le reproche. Dès qu'une femme me dit explique-moi un truc sur la psychologie, je fais 2 phrases et elle me dit mais non, je suis pas comme ça. Voilà. On utilise des archétypes pour s'aider à penser. Un fruit, c'est un truc qui pousse dans la terre ou qui pousse sur un arbre, qui est sucré et qui se mange au dessert. Voilà. C'est un archétype de fruit. Donc si je te dis pense à un fruit, tu penses déjà à des... Et après je te sors la tomate et je te dis ah tu vois c'est un fruit mais c'est un peu salé. Et tu dis, non, il y a des fruits qui sont l'archétype. C'est un fruit. Ah bon. Il y a des fruits qui... Je crois que c'est un fruit. Il y a des catégories mentales qu'on appelle les archétypes, comme par exemple un fruit. Il y a des fruits qui sont l'emblème du fruit. Ouais. Genre si je te dis pense qu'à un seul fruit. La pomme. Fraise. Bon, fraise. Et il y a des fruits qui sont techniquement des fruits mais qui en sont un peu plus loin. La tomate, la betterave, c'est sucré la betterave. T'as pas envie de bouffer une betterave. Sauf que c'est un fruit. Donc arrêtez de nous faire chier avec ça. Il y a des archétypes et puis bon. Donc parler sud-nord et le partout. Donc la notion de vivre au sud, c'est pas une notion géographique. On est toujours le con de quelqu'un, on est toujours le nord de quelqu'un, on est toujours le sud de quelqu'un. Pour un Sicilien, Rome c'est le nord. Automatiquement. Pour un Romain, le nord c'est Milan. Pour toi, Milan c'est le sud. Ouais. Bon. Donc, en fait, la limite n'est pas géographique. Pour moi, non, parce que je suis à Antibes. C'est vrai, Milan, c'est le nord pour toi. Parce que j'ai quitté Paris aussi. Bon. Bon. La description du caractère sudiste ne se doit pas se comprendre en fonction de la longitude. Ouais. De la latitude, ouais. Pardon, latitude. Excuse-moi, je confonds toujours les deux. Le sentiment d'appartenance au sud se définit par rapport à l'écart à la norme. Au rapport et au respect de la norme. Le sudiste voit dans l'habitant du Nord quelqu'un qui accepte qu'on empiète sur sa liberté individuelle au bénéfice d'un meilleur fonctionnement collectif global. Ouais. Un habitant du Sud, et Rome est considéré comme le sud de l'Italie, personne ne supportera qu'on empiète sur sa liberté individuelle, même pour migliorare, pour améliorer le fonctionnement collectif. On revient après une petite coupure, il y a eu un problème technique avec la caméra, donc réglé, écouter de la musique, très bien. Là, peut-être les conditions lumineuses ont changé un petit peu parce qu'on avance vers la soirée, là, le soleil est en train de se coucher, donc on va terminer rapidement et on va attaquer l'apéro. Donc, tu étais sur l'Italie, on va terminer donc ce sujet-là. Oui, le français à l'étranger compare ce qu'il voit à la France rayonnante, monarchique, influente, politique, etc. D'autrefois qui n'existe plus. Or, la différence avec l'italien, c'est que l'italien compare ce qu'il voit à l'étranger à non pas l'Italie régnante, omnipotente, empire, etc., mais à l'Italie finalement d'aujourd'hui, c'est-à-dire livrée à l'empire de la mondialisation, aux crises migratoires, aux crises économiques, aux crises politiques, à la corruption, etc., etc. Et donc le français est beaucoup plus acerbe dans ses jugements sur ce qu'il voit à l'étranger, parce qu'il compare au siècle des Lumières et à un pays de lumière qui n'est plus. Donc le français est un peu ridicule, un peu pathétique à l'étranger, à critiquer, alors que si tu savais où il vit, où il habite dans un trou en banlieue de je ne sais quelle ville industrielle de merde. Et l'italien, en revanche, il est très difficile de lui, un peu comme tu disais sur les Russes, de lui faire prendre conscience de son patrimoine, de lui rappeler sa richesse et de lui rappeler finalement ses forces. C'est ce qu'on trouve ici, qu'on ne trouve pas ailleurs, que tu as remarqué sans que je te le dise, qui est une espèce de temps suspendu. Ouais. Où tu vas dans... C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on ressent vraiment fortement, en particulier ici à Rome, parce que je connais l'Italie aussi plus ou moins, surtout l'Italie du Nord.
Et c'est vrai qu'ici à Rome, il y a, comme tu dis, ce temps, il est un peu suspendu, en particulier lorsqu'on se balade le soir, quand on va dans les cafés, bars, restaurants, on voit qu'il y a une espèce de l'art de vivre, je dirais, qui est plus présent qu'en France. Alors je sais que je vais me faire insulter Oui, par les oui, Français, exactement. que je vais me faire critiquer parce que bien évidemment la gastronomie française est la meilleure au monde, que Bah oui. le savoir-vivre français est bien évidemment le meilleur au monde. Sauf que ce que tu trouves au coin de ta rue quand tu vas déj, eh ben, c'est dégueulasse. Voilà, Voilà. c'est dégueulasse et en plus c'est 2 fois plus cher qu'ici. Donc je ne suis pas en train de critiquer la France, ni l'art de vivre français, ni la gastronomie française, mais simplement il se trouve que ici, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit hier à Stéphane quand on était dans un bar à vin, qui est d'ailleurs extraordinaire, d'une qualité vraiment rarissime, il y a une ambiance, il y a un savoir-vivre, il y a une tendance globale en fait qui est plus, je dirais, qui est plus authentique, la chose qu'on ne retrouve plus malheureusement aujourd'hui à Paris. Et je parle en connaissance de cause, j'ai vécu 13 ans à Paris. Combien tu as fait à Paris? 15. Voilà. Donc je pense qu'on a vécu un peu de temps pour avoir un jugement plus ou moins approprié dans cette ville, dans cette capitale. Et après, je ne dis pas que Paris est pire ou mieux que Rome, mais en tout cas c'est différent et il y a cette authenticité qui est plus présente, en tout cas qui est plus ressentie instantanément dès qu'on arrive dans cette ville. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, j'avais fini. Alors, ce qui m'énerve, j'aime pas le dire, mais ce qui m'énerve en Italie du centre et du sud. Peut-être pas ce qui t'énerve, mais ce que tu voudrais choisir. Ouais. Changer. Leur putain de mafia qui est en fait, alors pas la mafia, enfin, qui est en fait ce sentiment de toujours faire passer le bien de la famille élargie au détriment du bien de la communauté. C'est-à-dire, ce qui importe, c'est que moi et les miens soyons bien, et que cela implique de te gêner n'est pas important en fait. Ouais. Et ça c'est absolument, c'est la faiblesse de leur force. Alors, on a déjà eu une discussion très longue là-dessus, mais est-ce que tu peux juste en quelques mots redévelopper? Est-ce que pour toi, ce que tu viens de dire, c'est de l'individualisme ou pas? L'individualisme qui est omniprésent, omnipotent globalement dans toutes les cultures occidentales, encore une fois comparé à la Russie où c'est un peu moins présent, ou en tout cas pas sous la même couture, je dirais. Alors, l'individualisme en sociologie, en tout cas l'individualisme méthodologique, consiste à anticiper ou à expliquer les actions des gens en fonction de leurs intérêts propres, c'est-à-dire en fonction du fait que ça augmente leur capacité, leur quantité de ressources. C'est la même chose, donc c'est de l'individualisme mais familial ou de groupe. C'est de l'individualisme de groupe. C'est-à-dire que clanique. Je définis moi-même où sont les limites de mon clan. Par clan, j'entends évidemment, alors, parents d'abord, alors les parents absolus, les parents enfants, hein, les descendants et les ascendants, conjoints, et autour des parents, des enfants et du conjoint, le groupe d'êtres qui nous sont chers et qui nous veulent du bien. D'ailleurs, cette ambiguïté linguistique italienne que les Français comprennent jamais, qui est ti voglio bene, je te veux du bien. Et les Français, tu vois, si tu tapes cette expression sur Google, tu verras plein de Français et de Françaises qui disent ma meuf italienne, mon mec italien m'a dit ti voglio bene, pourquoi il me dit pas je t'aime? Parce que c'est pas la même chose. Je t'aime, c'est je ressens un truc en moi qui ferait de toi quelqu'un qui pourrait me faire souffrir que je resterai encore. Si je t'aime, ça veut dire tape-moi dessus, défonce-moi, je reste. Ouais. Ça, c'est aimer quelqu'un. Si tu n'as jamais ressenti ça, tu n'as jamais aimé quelqu'un. Quelqu'un en obsession amoureuse, c'est fais-moi mal, je reste. Quelqu'un qui n'est pas en obsession amoureuse, c'est tu me fais mal, je m'en vais. Donc ça, c'est je t'aime. Et l'italien, il y a une sfumatura, c'est-à-dire une nuance, ça s'appelle une nuance. Je te veux du bien. Vouloir du bien à quelqu'un, c'est-à-dire le mettre dans son cercle élargi. Et en fait, je te veux du bien, c'est très ambivalent, c'est très double face, parce que si je te veux du bien, ça signifie que je peux vouloir le mal de quelqu'un d'autre pour ton bien. Et c'est pour ça que l'esprit clanique est très proche
est quasiment, même pas symétrique, mais quasiment, et c'est, dans une vision essentialiste, il est presque assimilé à l'esprit mafieux, parce que la mafia, c'est que pour faire prospérer économiquement mon clan, je vais voler, je vais escroquer, je vais polluer les sols et les eaux, je vais déverser de je sais pas quel produit dégueulasse dans la mer, etc. Mais c'est ce que globalement l'Occident fait. Mais parce que ça génère un revenu où moi et les miens et ceux à qui je veux du bien seront sauvés. Oui. Ça, c'est dans les gènes et c'est terrible. C'est ce côté, j'aimerais que tu sois aussi généreux et bon et honnête avec quelqu'un à qui tu ne veux pas du bien qu'avec quelqu'un à qui tu veux du bien. Ouais. Voilà. C'est impossible, mais savoir que ça ne va pas arriver n'empêche pas de continuer à espérer. Et autre chose qui est insupportable avec les Italiens du Sud, c'est... Tu vois, il suffit de lancer le sujet en fait. Et là, Non, c'est qu'en fait, l'espace commun, c'est pas chez eux, et donc ils s'en branlent. Tu peux développer? C'est-à-dire que s'il y a un tag sur le mur de leur immeuble, personne ne va le toucher. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Tu as beau leur dire, mais c'est votre immeuble. C'est votre immeuble. Vous êtes bien d'accord? Ouais. C'est pas la ville, c'est pas la rue, c'est votre immeuble. Ouais, non, mais quelqu'un le fera, c'est pas grave. D'accord. Est-ce que l'italien, globalement, trie ses poubelles? Question idiote, mais elle m'intéresse. Globalement. Pour l'italien, le tri des poubelles est une contrainte. Ouais. Et une contrainte est un truc, est une règle contraignante, et une règle contraignante n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On m'impose une règle, je ne comprends pas. Est-ce que pour toi, c'est la même chose en France ou pas? Parce que personnellement, je le ressens exactement comme ça en France. Moi, dans mon immeuble, à Antibes, les poubelles sont séparées, tout est clair. Je veux dire, il n'y a pas à tergiverser. Mais systématiquement, minimum 50 à 60% d'habitants de l'immeuble mettent tout ensemble. Ils s'en foutent complètement de l'effort de la commune, etc. etc., etc. Pareil, je pense qu'on n'a pas assez fait de pédagogie sur la quantité de déchets qu'on produit et sur l'immense coût énergétique de recycler ces déchets, sur les bienfaits que ça pourrait avoir de recycler. Les gens le voient comme une pure contrainte, sans aucun avantage, sans aucun bénéfice. Et quand tu vois quelque chose qui a que des emmerdes, que des inconvénients et aucun bénéfice, d'accord. Et ça se tient. Et la dernière question, du coup, je ne sais pas si tu voudras ou pourras répondre, comme globalement tu ne travailles pas dans les bureaux, tu ne travailles pas dans le monde corporate, mais peut-être que tu peux répondre encore une fois avec ta casquette de sociologue, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Dans les bureaux, dans les affaires, dans le business, est-ce que l'italien est beaucoup différent du On a l'impression que j'ai un gros ventre sur l'écran. J'ai pas un gros ventre, regarde, on a l'impression que j'ai... Bon, si vous avez l'impression que j'ai un gros ventre, ce n'est pas vrai, hein. Je vous assure que Anton peut confirmer, j'ai pas de ventre. Mais c'est bizarre, moi, on a l'impression que j'ai un gros ventre. Je vais mettre de profil, ouais, j'ai pas beaucoup de ventre. Alors oui, alors effectivement, il y a des on-dit tellement récurrents et tellement entendus, tellement fréquents qu'à un moment, il faut bien admettre qu'ils ont une part de réalité. L'italien est dur en business. Et alors, déjà, je suis content de ne pas le subir parce que je suis content finalement de travailler en France. Donc pour toi, finalement, c'est plus facile, c'est mieux. En tout cas, oui, moi je préfère. Français, travailler en France. Bien sûr, de toute façon, quiconque a essayé les deux, je pourrais te présenter des gens qui ont essayé les deux, tout le monde préfère travailler en France. Parce que l'italien, comme c'est toujours une question de personne et jamais une question de système, ça veut dire qu'une personne change. Tu as un contrat avec une société, avec une collectivité locale, avec une personne change, on renégocie tout. T'as signé, ouais, mais c'est pas la même personne, c'est plus pareil, c'est pas le même rapport de force, c'est pas... et ça, je pense que ça rend fou. C'est vraiment individualiste dans le sens où c'est, je veux dire, n'importe quel contrat, les conditions, etc., c'est vraiment rattaché à la personne avec qui tu as négocié. C'est ça. Le nouveau qui arrive,
on refait tout de A à Z. Je l'ai entendu dire d'une très bonne amie qui travaille dans la production artistique, qui avait signé un contrat de gérance pour un théâtre dans un village en Toscane, je crois, et quand le maire a changé, il est arrivé, il a dit c'est quoi ça? Moi je connais pas, ça m'intéresse pas, on fait pas. D'accord. Donc il n'y a pas une espèce de... Alors que le contrat est avec la ville. Ouais. Donc il y a ça, et il y a le fait que il y a une grande disparité de salaire. Ouais. L'Italie est le pays d'Europe qui a le plus de multimillionnaires, et le salaire d'en bas est très bas. Donc c'est vraiment étiré verticalement la grille de salaire. Un tout petit nombre gagne beaucoup et le salaire de base est très bas. Tu veux dire qu'à part égale, comparé à la France, la classe moyenne est plus représentative en France par rapport à l'Italie. Ouais. D'accord. Et la santé est très chère. Ouais. Moi je m'en fous, je paye. Il n'y a pas la sécu ici. Ils ont une sécu, mais objectivement la qualité de soins sécu est meilleure en France, puisqu'ici les bons soins sont privés. Donc à titre de comparaison, un détartrage de dents, le truc qui vaut 30 balles à Paris, ou 30, 35, ou 36, dont tu payes rien si tu as une bonne... Ici c'est 180 €. D'accord. Donc venez pas vous détartrer les chicots à... Non, tout est privé, la médecine est privée. Je pense que, enfin, le dicton des Italiens, c'est tu peux quasiment pas t'enrichir en Italie. Tu peux très bien vivre, mais tu ne peux pas générer de la richesse. Pour une combinaison complexe de niveau de salaire, de coûts de... La vie n'est pas forcément très chère quand tu habites dans le centre, parce que tu limites beaucoup les coûts de déplacement, mais sauf que habiter dans le centre, c'est cher. La santé est chère, il faut une mutuelle. Beaucoup d'Italiens n'assurent pas leur maison. Je ne sais pas pourquoi, c'est totalement débile, mais c'est culturel. J'assure mon appartement, ça me coûte 370 € par an. Franchement, tu vis quoi. Tu sais, je trouve que bon, après, je vais peut-être tirer un peu la couette de mon côté, mais je vais te dire que moi, par exemple, et ça répond aussi en partie aux questions que tu m'as posées dans la vidéo précédente, moi j'étais très étonné en France de découvrir que premièrement la sécurité est obligatoire, et qu'on ne laisse pas une liberté en disant mais moi j'en veux pas, j'en ai pas besoin, donc je vais pas cotiser pour, laissez-moi tranquille. Ensuite que tout le monde soit obligé, je crois que c'est obligatoire, d'assurer ta maison, d'assurer ta voiture, etc. Voilà. Y a plein de pays où la voiture, l'assurance de la voiture est obligatoire, mais tout le reste, c'est ton problème. Ouais, mais d'accord, moi, éthiquement, ça me choque pas. Le problème, c'est que quand tu as un conflit t'as bien vu le centre de Rome, les immeubles, ils ont entre 100 et 500 ans. Ouais. Donc si tu veux, les fuites, les problèmes, c'est tout le temps, c'est du vintage. Quand tu n'es pas assuré, c'est des procédures sans fin. Donc c'est pour ça que le métier masculin, quasiment un des plus représentés dans le cœur des grandes villes italiennes, c'est avocat. Tu as des avocats partout, parce que comme personne n'est assuré et qu'il y a des conflits tout le temps, ça se finit toujours chez l'avocat. Donc en fait, si tu veux devenir riche en Italie, il faut faire avocat. Ou alors il faut faire comme Berlusconi, c'est-à-dire que Ou il faut acheter des chaînes de télé et se mettre bien en place, inviter tous ses amis avec des prostituées. Bon, on va dire qu'on a fait le tour, merci, c'était très intéressant, surtout que moi, comme je ne suis pas spécialiste d'Italie, donc forcément ton regard, en plus le regard sociologique était forcément utile et intéressant. Est-ce que tu te fais quelques secondes de pub, comme je fais moi dans ta vidéo ? Si vous avez l'impression que lorsque vous avez un différend avec quelqu'un, une déception amoureuse, une personne qui vous ignore, qui vous oublie, que vous ne comprenez pas, votre vision des femmes ou des hommes, ce que vous en subissez au quotidien ne semble pas du tout correspondre à ce qu'on vous en dit. Vous demandez conseil à vos amis, c'est bidon. Ça ne marche pas, on vous donne des opinions, des avis, des conseils qui ne marchent pas, vous lisez des bouquins de psy, ça ne correspond pas à ce que vous vivez en réalité, vous allez consulter des aides, des thérapeutes, des coachs, etc. Ils vous disent de vous inventer un petit monde intérieur dans lequel tout va bien, tout est beau, mais sauf qu'en réalité ça ne correspond pas, c'est pas ça qui se passe dans le réel. Venez chez moi, hommedinfluence.com, mattconsulting.fr, la chaîne YouTube. Et vous allez entendre, on va déconstruire les relations humaines comme un Lego. On va tout poser à plat et on va tout remonter
comme un Lego avec le mode d'emploi. Tout va vous sembler logique, tout va vous sembler cohérent, tout va vous sembler prédictible, tout va vous sembler faire sens et vous allez vous dire, ben ouais, en fait c'est logique. Les gens se comportent selon telle et telle position parce qu'ils ont tel et tel intérêt, intérêt de classe, intérêt individuel, intérêt économique, intérêt politique, intérêt... Et à la fin, ça semble l'évidence. Donc on fait de la psychologie avancée avec des mots simples et avec des petites pièces de Lego. Voilà, donc homme-d'influence.com, madconsulting.fr, Facebook, YouTube. J'ai un compte Twitter, mais bon, je m'en sers pas trop. Donc, depuis l'affaire M6, j'ai laissé mourir. Alors, l'affaire M6, c'est pareil. Cherchez pas à lire forcément ce qui est écrit sur monsieur assis sur ma droite dans le coin, dans les 20 minutes. Donc, c'était quoi l'édition? Tu m'as dit 20 minutes? Oui. Ah, toute la merde qu'on a pu écrire sur les merdias. C'est juste pas croyable, quoi. Et surtout que tout a été inventé de toutes pièces. Mais enfin bon, c'est comme ça qu'ils ont créé le buzz, je sais jamais comment ça se prononce, cette espèce de buzz, le mot américanisé dans la transcription française. Ils ont créé le buzz pour leur émission M6, pour qu'elle soit regardée, pour qu'ils puissent vendre le plus possible de pubs. Voilà. En attendant, moi je vais juste remettre une couche. Monsieur fait un séminaire par mois. Donc il a en fait, ça va s'entendre ça ou pas? Non, c'est pas grave. Je vais louper. Bon, ça c'est les aléas du direct. Donc il en fait 11 séminaires par an sur les relations. Voilà, sur les relations, les sujets qu'il vient de très clairement énoncer. Ça vaut vraiment le coup de faire le tour, donc je vous invite de faire le tour, voilà. Et puis je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On va se prendre une petite bière. Voilà, on va se prendre une petite bière. Merci de nous avoir regardés et puis bien évidemment, s'il y a des questions ou des suggestions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ciao. Ciao. Bon, mais voilà. Il y avait un deuxième livre, tu as fait quoi avec? C'est moi qui l'ai bougé. Ah bon, il est là. Tu veux que j'arrête de parler ou pas? Non, parce que là je suis en train de télécharger, donc il faut que tu le laisses momentanément allumé.